Bonjour à toutes et à tous, je suis Charline Bargan, chargée de mission santé à la Fédération des acteurs de la solidarité. Merci d'être nombreux et nombreuses ce matin. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire où on va discuter de la santé mentale des jeunes en exil. Pour commencer, on peut déjà faire un premier constat que l'exil est un déterminant majeur de la santé et qui ne peut pas être ignoré. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle que la FAS a débuté en 2022 pour aborder la santé mentale sous le prisme de la précarité. L'objectif ici est de sensibiliser le réseau à ces problématiques, qu'on partage également les difficultés, mais surtout les bonnes pratiques et de nous outiller en pensant des réponses collectives. Vous retrouverez tous les webinaires, l'ensemble des webinaires, également celui de ce matin, qui est enregistré sur notre chaîne YouTube. Petit à petit, moi, après que j'aurai fait l'introduction, je vous mettrai des liens vers notre chaîne YouTube et les différents documents qu'on pourra aborder ce matin. Donc, on poursuit aujourd'hui ce travail dans la continuité, notamment des réflexions que l'on a engagées lors de la journée nationale qui a eu lieu le 18 novembre sur la santé des personnes exilées, où on a présenté notre plaidoyer sur la santé des personnes donc exilées, en nous concentrant donc sur cet enjeu majeur qui est l'impact de l'exil sur la santé mentale des jeunes. Donc, nous allons échanger avec nos intervenants et nous les remercions notamment pour leur disponibilité, mais également leur grande adaptabilité, parce que du coup, ce webinaire s'est organisé dans un temps contraint. On sommes ravis de les avoir ce matin avec nous. Vraiment pour discuter sur les enjeux relatifs à une meilleure considération et prise en charge des besoins en santé mentale des jeunes en exil. Alors tout d'abord, nous tenons à souligner l'importance cruciale de la santé mentale des enfants et de leurs parents. L'accompagnement doit être intégré et pluridisciplinaire dès la phase du pré et post-mater, pardon, du pré et post-maternité, parce qu'on voit que les inégalités sociales de santé constatées chez la mère, ou en tout cas chez les parents, se poursuivent et se creusent chez les enfants. Donc, on avait prévu normalement une séquence ce matin sur cette thématique-là, mais nous n'avons pas abordé ce sujet ce matin et nous prions de nous en excuser. Cependant, nous allons organiser au dernier trimestre 2026, car ce cycle sur la santé mentale se poursuit l'année prochaine avec 4 webinaires, dont un au dernier trimestre 2026, vraiment centré sur la santé mentale des familles et des enfants en situation de précarité, où on abordera les personnes en exil. Et ça sera également dans la lignée du baromètre des enfants à la rue que l'on publie chaque année qui est une collaboration avec l'UNICEF et notre fédération. L'enjeu d'aujourd'hui, est tout aussi prégnant et va vraiment se concentrer sur les mineurs non accompagnés, mais pour pas s'enfermer également dans cette catégorie administrative, entre guillemets. On va également aborder les jeunes qui sont en recours de minorité et également ainsi que les jeunes adultes confrontés à parfois des ruptures d'accompagnement pour qui, en tout cas, ce public-là, le parcours d'exil, pardon, est un facteur aggravant de leur état de santé. On peut observer notamment que la santé mentale des personnes exilées est confrontée à des obstacles, notamment un qui est systémique, en illustrant par exemple le délai de carence de 3 mois, qui est un frein majeur à l'identification précoce et au suivi d'un public vulnérable. Et on peut voir aussi que l'atmosphère en ce moment, on peut également le voir, le constater sur sur le terrain, c'est vraiment que l'évaluation du droit au séjour glisse dans une logique de contrôle migratoire, notamment depuis, par exemple, historiquement que en tout cas, l'évaluation ont été confiées aux médecins, donc plutôt à l'OFI auparavant, qui était aux ARS. Aussi, on va vous partager après dans les liens le plaidoyer dont on vous a parlé. Là maintenant, on va laisser la parole aux intervenants. Nous avons articulé nos échanges aujourd'hui en nous concentrant, comme je l'ai évoqué, sur le public des mineurs non accompagnés et ou en recours de minorité et la continuité de la prise en charge lors de la majorité. Donc, le déroulé, ça sera sur 2 heures. Donc, on va commencer avec une première séquence sur le partage d'observations et l'accompagnement des mineurs non accompagnés.
avec donc Valentin Nodé-Diaz, que je laisserai se présenter plus longuement, qui est psychologue à FTDA à Nantes, et également donc en co-animation, on va dire, avec Johan Dallavallée, qui est psychologue donc à FTDA à Paris. Ensuite, on aura une séquence sur la continuité de la prise en charge, mais des mineurs en recours, donc par Benjamin Cagnan, qui est chef de service à la halte humanitaire d'Hydro, donc porté par l'Armée du Salut. Et du coup, on pourra faire une dernière séquence sur justement le passage à l'âge adulte, donc à la majorité, donc en redonnant l'intervention à Johan avant de conclure doucement, où Jean-Marc Antoine nous rejoindra en cours de webinaire, qui est le président, coprésident du groupe d'appui national sur la santé à la Fédération des acteurs de la solidarité. Les petits points techniques avant que j'arrête de parler. Vous avez possibilité de poser vos questions tout au long des interventions dans le Q&R. Donc, on vous vraiment, comment dire, on vous conseille plutôt le QR que le chat parce que ça sera plus facile pour nous après de reprendre vos questions ou interventions également, hein. En tout cas pour les intervenants. Et le temps va peut-être nous permettre également de prendre quelques questions en libérant entre guillemets vos micros. Donc voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et tous. Et je vais sans plus attendre passer la parole à Valentin, il me semble. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Valentin Nodé-Diaz, je suis psychologue clinicien sur le service de mise à l'abri et d'évaluation de Nantes. Euh, donc, un service sur lequel on a 35 places de garçons, 5 places de filles, donc 40 places d'accueil pour les mineurs, enfin pour les jeunes se déclarant mineurs non accompagnés. Donc, un service avec une double mission, la mise à l'abri et l'évaluation qui est faite par notre équipe de 4 évaluatrices et un coordinateur sur le service. C'est un service un peu particulier au sens où le temps d'hébergement, le temps de mise à l'abri de ces jeunes est assez court. Euh, Dans les textes, la mise à l'abri, c'est 5 jours renouvelables 2 fois, donc maximum 15 jours. Bon, dans les faits, parfois, ça peut déborder un peu plus. Donc, c'est des jeunes que moi, en tant que psychologue, je ne vois pas longtemps. Euh, Surtout s'ils sont pas reconnus mineurs, où là, ça peut aller assez vite. Sur les jeunes reconnus mineurs, le temps qu'ils aient une place en foyer de la ZEUS, ça peut être un petit peu plus long, puisque sur Nantes, nous n'avons pas encore de maison d'accueil et d'orientation. Donc, on a tendance à garder les jeunes chez nous le temps qu'ils aient une place en foyer ou en hébergement autonome. Pour vous donner un petit peu une idée, en tout cas, je vais parler de là d'où je parle, hein, donc des jeunes que je rencontre sur mon foyer, donc qui est représentatif juste de ça, de ce temps sur lequel je les vois. Sur cette année, j'ai vu à peu près, dans toutes les consultations que j'ai faites, en moyenne 80% de garçons et 20% de filles, ce qui n'est pas forcément représentatif des MNA en France, puisque sur les MNA en France, selon le dernier rapport de la mission MNA, on était plutôt à 92% de garçons pour 8% de filles. Donc finalement, par rapport à la réalité du terrain, j'ai vu plus de filles que de garçons. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Majoritairement, les problématiques psychiques qu'on va rencontrer chez ces jeunes, euh, sans surprise, c'est beaucoup qui tournent autour du traumatisme, du psychotraumatisme, des expositions à des mises en danger, à beaucoup de violence. S'associe à ça des troubles du sommeil, mais plutôt sous l'angle du symptôme du psychotrauma, et des troubles de l'humeur. Pour vous donner des chiffres sur là, tous ceux que j'ai vus sur cette année, on est à 64% des jeunes que j'ai vus rapportaient des symptômes de psychotrauma, 70% des troubles du sommeil, 41% des troubles de l'humeur et 47% rapportaient des situations de violence physique et ou psychique. Ce qui me paraissait important à partager, c'est que, en tout cas moi, quand j'ai commencé à travailler avec des MNA, j'avais tendance à me focaliser beaucoup sur le parcours d'exil, qui, dans la grande majorité des cas, fait trauma, hein, sur les naufrages de bateaux qu'il peut y avoir, sur tous ceux qui peuvent voir dans le cadre de ce parcours-là. Mais finalement, c'est
plus large que ça, puisque si le parcours d'exil fait grosso modo trauma, les conditions de vie dans le pays, les raisons en fait de l'exil tout simplement, sont aussi colorées de ce traumatisme-là avec des situations de violence vécues au sein de la famille, de travail forcé, du mariage forcé, hein, des violences sexuelles, tout ce qui va concerner la traite des êtres humains avec des réseaux de prostitution, des réseaux de drogue ou autres, et donc des jeunes qui vont être envoyés en Europe dans le cadre de la traite des êtres humains. Donc finalement, le traumatisme, il se vit à bien des niveaux, pas que sur ce que nous, on peut voir de plus aigu, qui va être plus récent en termes de chronologie à travers le parcours d'exil, mais aussi, bien évidemment, sur leurs conditions de vie dans le pays, sur le pourquoi ils sont partis de leur pays d'origine. Donc c'est à voir de manière finalement plus profonde et là encore une fois je parle d'où je parle sur le peu de temps que je vais les voir, c'est des choses qu'on va pas forcément mettre au travail puisque le risque serait d'aller ouvrir des problématiques et de pas pouvoir les mettre au travail et de pas pouvoir les traiter puisqu'on n'a pas le temps. Donc on va se concentrer sur, en tout cas moi dans ma pratique ici, sur des choses beaucoup plus symptomatiques comme notamment les troubles du sommeil, où on va être sur un accompagnement d'exercices de relaxation, par exemple, de psychoéducation beaucoup, sur comment faire pour mieux dormir, par exemple, quand on a des troubles du sommeil. Beaucoup de jeunes rapportent des cauchemars traumatiques ou des reviviscences traumatiques qui se passent la nuit. Donc, c'est comment on arrive à calmer un petit peu l'organisme pour pouvoir le mettre au repos et pour pouvoir favoriser l'endormissement ou le réendormissement quand il y a ces problématiques-là. Mais je leur précise bien que le travail pour faire disparaître, entre guillemets, ces cauchemars traumatiques ou ces reviviscences se passera dans un second temps. Ce que nous, on va pouvoir travailler, c'est les conséquences de ces cauchemars traumatiques qui vont être je me réveille, j'arrive pas à me rendormir, et donc comment je fais pour pouvoir me rendormir. Donc c'est un travail qui est à la fois assez court, mais qui a quand même son importance, puisque ça leur donne aussi des outils, des compétences d'auto-soin, entre guillemets, qui peuvent emporter avec eux, qu'importe où ils vont, qu'ils soient reconnus mineurs ou pas, dans tous les dispositifs sur lesquels ils pourront passer après, ce sera des compétences qu'ils auront acquises au sein de notre service. Euh, Principalement, je vois aussi euh, comment dire, une espèce de fracture culturelle. Alors, c'est pas forcément le mot exact à utiliser pour ça, mais sur la question de la santé mentale. Nous, en Occident, en Europe, en France, c'est quelque chose qui est un peu plus mis en avant sur les dernières années. Donc, les jeunes adolescents, adolescentes qu'on peut avoir en France vont être un peu plus sensibilisés à ce que c'est un psychologue, euh, parler de soi, parler de ses émotions ou autre, même si c'est pas toujours accessible. Là, on est parfois confronté, dans la quasi-majorité des cas, à des jeunes chez qui ça n'a pas été le cas dans leur pays, qui savent pas forcément ce que c'est un psychologue, qui ne savent pas forcément ce que c'est la santé mentale. Poser des mots sur des émotions, sur sa vie interne, sa vie psychique, c'est quelque chose qui peut être un peu lunaire pour eux, parce que c'est pas du tout dans leur manière de faire, ni sur comment ils ont été éduqués. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui se fait un petit peu psychoéducation de comment on parle de soi, qu'est-ce que c'est les émotions. Euh, Moi, je vais avoir tendance à partir beaucoup du corps parce que c'est plus présent, c'est quelque chose qui ressent un peu plus. Donc, je sais pas, moi, quand je me dispute avec quelqu'un, j'ai mal au ventre. Donc, est-ce que quand j'ai mal au ventre à ce moment-là, ça veut dire que je suis en colère? Donc, comment on apprend aussi à travailler dans ce sens-là, sur verbaliser ses émotions et un peu ces traumatismes. Euh, et puis surtout d'un côté, travailler autour de la confiance en l'adulte, notamment. C'est des jeunes pour qui l'adulte, il représente la personne qui maltraite, la personne qui frappe, la personne qui agresse, qui n'est pas aimante, qui ne protège pas. Donc, les faire aussi revenir dans une position d'enfant de les adultes sont là pour te protéger, tu peux faire confiance aux adultes et on est là pour t'aider. Donc ça, c'est vraiment presque le cœur du travail que moi j'ai ici avec l'équipe d'intervenants socio-éducatifs qu'on a.
de pas tant être dans quelque chose de l'ordre du traitement au niveau des problématiques psychiques et de leur santé mentale, puisqu'encore une fois, à notre niveau, c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup de temps pour le travailler, mais vraiment quelque chose plutôt de l'ordre de refaire confiance dans l'adulte pour que dans un second temps, il puisse se sentir à même d'aller parler d'eux, d'aller parler d'elles aux adultes qu'ils rencontreront dans les différents dispositifs qui jalonneront leur parcours sur la suite de leur parcours, qu'ils soient reconnus mineurs ou non, d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que moi je pouvais présenter sur la question de la santé mentale des MNA que je rencontre. Encore une fois, je parle à mon endroit. Donc, qui est une toute petite fenêtre de temps par rapport à la réalité de leur parcours complet. Encore une fois, reconnu mineur ou pas reconnu mineur, c'est des parcours qui sont beaucoup plus longs après la simple mise à l'abri et l'évaluation qu'on a. Je vais laisser mon collègue Johan de la Vallée prendre la suite sur les MNA qu'il rencontre en maison d'accueil et d'orientation. Je vous remercie. Ok. Bonjour. Je sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai le soleil dans les yeux. Donc moi je m'appelle Yohan Dalaval, donc je suis psychologue à la MAO du Clos des Rosiers. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une MAO, hein, pour France Terre d'Asile. Voilà. Euh, donc la MAO, en quelques mots et en quelques chiffres, donc la MAO, c'est un dispositif au départ expérimental, hein, qui a été pensé pour accueillir dans un premier moment temporaire les jeunes qui sont reconnus mineurs et qui sont donc pris en charge par, à Paris, c'est le SEMNA, hein, donc c'est l'ASE spécifique pour les mineurs non accompagnés. Donc la MAO, c'est un lieu d'accueil temporaire, comme je le disais, où il y a un temps de moyenne de séjour qui va entre 10 et 12 semaines. Ça, c'est dans les chiffres. Dans la réalité, c'est plutôt 3 mois et demi, 4 mois. Hein, on observe ça sur les 2 dernières années. En tout cas, on est plutôt à 3 mois et demi, 4 mois d'accueil. Et puis ensuite, ils sont orientés donc soit vers des dispositifs de semi-autonomie où ils vont être un appartement, soit vers d'autres foyers où ils peuvent rester de façon plus pérenne. Et en particulier, la chance qu'on a à Paris, c'est que la grande majorité des jeunes peut bénéficier d'un contrat jeune majeur, ce qui fait qu'ils sont en général accompagnés jusqu'à 21 ans, hein, ce qui quand même est pas négligeable, voilà, en termes de sécurisation. Donc sur Paris, il y a 3 MAO. Enfin, nous, on est sur Châtillon, mais on fait partie de Paris. 3 MAO, deux exclusivement sur un public garçon et une qui est mixte avec un public fille et souvent des garçons parmi les plus jeunes aussi. Hein, voilà. Donc moi, je travaille sur le dispositif du Clos des Rosiers, donc qui accueille 47 garçons avec différents types de mesures de placement. Hein, donc dans les mesures de placement qu'on a, à grande majorité, on a quand même des mesures de placement de type d'assistance éducative jusqu'à majorité, mais on a aussi des jeunes en double mesure, voilà, qui représentent un public avec une approche qui nécessite d'être différente et avec d'autres besoins. Voilà, on a aussi des mesures parquet qui vont ensuite être transformées en mesures d'assistance éducative, soit d'évaluation, soit à majorité. Et juste pour ceux qui connaissent peut-être pas la mesure d'évaluation, l'OPP d'évaluation, donc c'est une OPP qui place le jeune pour quelques mois, hein, ce qui fait que ça rajoute aussi une incertitude quant à la continuité de son placement en protection de l'enfance. Donc c'est aussi un élément qui va favoriser beaucoup de stress chez le jeune au moment de l'arrivée de l'audience où il va revoir le juge. Hein, voilà. L'objectif donc de ce lieu, c'est d'être accueilli par une équipe pluridisciplinaire. Donc dans l'équipe, on a des ISE, hein, des intervenants socio-éducatifs, des professeurs de français langues étrangères, des animateurs, un ISAD, donc il y a un intervenant socio-éducatif d'aide au dossier et administrateur ad hoc, hein, qui peut donc instruire des demandes d'asile, et moi-même qui suis psychologue, qui intervient sur un mi-temps. Voilà. L'objectif, donc, c'est d'être un premier lieu d'accueil qui sécurise le jeune, où on va être dans l'ouverture des droits, hein, de sécurité sociale,
de l'ouverture de la scolarisation, en passant le CASNAF, pour ceux qui l'ont pas déjà passé lorsqu'ils étaient en attente du juge pour enfants, de l'audience du juge pour enfants, une évaluation socio-éducative sur l'autonomie du jeune, puisque l'enjeu, c'est qu'après, il soit orienté et donc on puisse évaluer dans quelle mesure il est capable d'aller en foyer ou en appartement et donc d'avoir une certaine autonomie fonctionnelle dans le quotidien et une évaluation psychologique qui est faite de façon quasi systématique, même si sur un mi-temps c'est difficile parfois de le faire en fonction du nombre d'arrivées des jeunes, mais j'essaie de rencontrer systématiquement les nouveaux jeunes qui arrivent de façon à pouvoir repérer les jeunes plus fragiles ou les jeunes qui auraient besoin d'un accompagnement plus spécifique. Voilà. Et puis, il y a aussi une évaluation de la demande d'asile qui peut être faite, parfois seule par l'ISAD et parfois en binôme avec moi sur les jeunes où il y a une symptomatologie plus aiguë et du coup, où là, on fait les entretiens en binôme. Sur les quelques chiffres, donc on a eu 136 admissions sur l'année 2025, avec, comme je vous disais, donc 101 jours de prise en charge en moyenne, donc ce qui correspond à 3 mois et demi à peu près. Et sur les pourcentages au niveau des origines des jeunes, on a 37% de Guinéens, 17% de jeunes qui viennent de Côte d'Ivoire, 11% de jeunes qui viennent du Mali, 11% de jeunes qui viennent d'Algérie et parfois d'autres pays du Maghreb, mais aussi Maroc, on a eu pas mal, mais cette année en 2025, c'est plutôt l'Algérie, les jeunes venant d'Algérie qu'on a. Et en beaucoup plus grande minorité, on a quelques Afghans, quelques Soudanais. Et on a aussi des jeunes qui peuvent venir du Bangladesh, du Pakistan, de l'Iran, du Tchad. Et récemment, on a eu un jeune Ukrainien aussi. Donc, une grande variété voilà, d'origine chez les jeunes que nous accueillons. Donc très rapidement, je vais reprendre des petites choses que mon collègue a dit, mais peut-être voilà pour dans un autre cadre. Donc rapidement pour dire quand même que les MNA ou les mineurs non accompagnés, c'est un groupe très hétérogène et on en parle souvent comme un groupe un peu une entité, mais il faut quand même à la fois par leur origine, par les situations qu'ils ont vécues et les cultures variées, les contextes politiques qu'ils traversent. Donc ça demande quand même une adaptation aussi dans l'accompagnement qu'on peut proposer. Euh, ils partagent quand même d'avoir été exposés à des routes migratoires dangereuses, même si les risques peuvent être différents selon les routes, mais on retrouve souvent effectivement de la violence physique, sexuelle, de la malnutrition, de l'exploitation, des emprisonnements, du retour au pays après arrestation, hein. Alors nous, évidemment, les jeunes qu'on a peuvent le dire par rapport à d'autres jeunes qu'ils ont connus. Voilà, des naufrages, des décès de proches, des dettes restées hein, par rapport aux passeurs et aussi, évidemment, un parcours de rue souvent très long. En tout cas, nous, pour la MAO du Clos des Rosiers, plus de 80% des jeunes qu'on accueille ont eu un parcours de rue et parfois très long. Et là, ça sera notre collègue Benjamin qui pourra en parler plus précisément. Donc, ils ont aussi en commun d'avoir vécu une situation de migration et la migration, bah, c'est un phénomène complexe, hein, c'est un phénomène qui doit être pris de façon multidimensionnelle avec une approche sociologique, psychologique, historique, économique, anthropologique et politique. Alors, les causes et les motivations, elles peuvent être évidentes, mais parfois elles le sont beaucoup moins et petit à petit, on va repérer des éléments qui vont apparaître au cours de la prise en charge et qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. Parfois, ça ne sera pas du tout sur le temps de la MAO que ça va se détisser, mais sur d'autres temps, des structures pérennes. Euh, voilà. Ce qui est très important, c'est d'entendre que ben, la migration, elle implique des vécus parfois, souvent douloureux, parfois tragiques, mais aussi des vécus qui sont porteurs d'espoir et d'émancipation. Et nous, on a vraiment les deux aspects dans nos jeunes. Donc avec des jeunes qui choisissent pas du tout d'être là et qui comprennent pas du tout pourquoi ils sont ici et qu'est-ce qui s'est passé dans la décision qui a été prise pour qu'ils puissent arriver ici, et d'autres qui sont venus de leur gré avec un désir vraiment de trouver d'autres choses en Europe. Voilà. En matière de santé mentale, bah, je vais reprendre rapidement ce qui a été dit, mais effectivement, on a une grande prévalence des troubles anxieux, souvent réactionnels à la précarité qu'ils ont vécue.
parfois aussi évidemment très associés aux troubles post-traumatiques et en particulier ce qui vont se manifester par les cauchemars, les reviviscences, hein, le comportement de mise à distance ou d'évitement qui rappelle les événements qu'ils ont vécus. Hein, donc c'est le classique PTSD et aussi des troubles dépressifs, des addictions, parfois quelques aspects psychotiques, même si évidemment il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes dans un contexte d'interculturalité et aussi parfois un handicap qui va se révéler au cours de la prise en charge de type neurodéveloppemental, donc avec des troubles des apprentissages. Parfois aussi, on a eu avec des suspicions de TSA ou de TDAH. Voilà. Et puis évidemment du trauma complexe hein, qui se différencie du trauma PTSD par le fait que c'est une répétition à une exposition prolongée et qui va avoir vraiment des effets profonds sur la manière dont on perçoit le monde et dont on se perçoit soi-même et sur sa confiance, hein, comme a pu dire mon collègue. Et moi, ce que je voudrais rajouter, et ce qui apparaît pour moi le plus fréquemment dans la clinique au moment de la MAO, qui est un moment de sécurisation, c'est vraiment la question de la perte et de l'éloignement des proches. Hein. Parce que souvent dans la rue, en tout cas dans beaucoup de récits des jeunes, c'est quelque chose dont ils n'ont pas fait part à leurs proches. Parfois, ils ont évité le contact avec leurs proches pour éviter de les inquiéter et que donc la MAO, c'est un moment où les liens se retissent et où ils peuvent dire quelque chose à leurs proches de la reprise de scolarisation ou quelque chose se passe dans leur formation qui se met en route. Et donc, il y a plus de fierté et plus de possibilités de le partager. Et ça, c'est quand même un moment qu'on travaille beaucoup, mais qui va aussi avec ben, la prise de conscience qu'on est éloigné et que maintenant, cette vie qu'on va construire, et ben, on va la construire loin des gens qu'on aime et des gens pour lesquels on peut s'inquiéter. Hein, beaucoup de jeunes sont inquiets par rapport à l'état de santé de leurs parents, à ce qu'ils peuvent vivre, aussi parfois dans des situations de violence ou dans des situations de conflit armé, de guerre évidemment, ou comme en Afghanistan, dans la situation d'un régime qui est gouverné par les talibans. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Pour moi, ce qui va être important à explorer, c'est l'impact qu'a la symptomatologie ou l'état psychique du jeune sur la possibilité d'aller vers son projet d'insertion sociale, professionnelle, scolaire. Parce que, en fait, de fait, quand ils sont pris en charge, bah, c'est une machine qui se met en place aussi avec beaucoup d'exigences en termes de temps. On a souvent des temps très limités et il faut se mobiliser bah, sur un projet d'insertion, sur un projet scolaire, sur un projet professionnel. Et du coup, ça va demander de se mettre en route très vite. Et donc, évidemment, pour les jeunes qui sont plus en difficulté du point de vue de leur santé psychique, ça va parfois être compliqué de pouvoir se mobiliser. Donc les facteurs de souffrance hein, qu'on peut repérer, moi je les nomme un peu comme ça, c'est plutôt une nomination anglo-saxonne, mais je te trouve intéressant de le poser comme ça. Donc on a quatre types de stress, hein, le stress d'acculturation, le stress d'isolement, le stress de réinstallation ou d'installation, le stress post-traumatique, hein, qui sont quand même ceux avec quoi on compose dans la prise en charge. Donc, ce qui peut faire souffrance, c'est évidemment le retour des fragments du passé voilà, qui peuvent revenir, les préoccupations concernant l'avenir, concernant ses propres capacités à s'adapter, hein, crainte de se retrouver par exemple à la rue de nouveau, peur de tomber dans la folie. Voilà, c'est des propos que les jeunes peuvent dire. Hein. Ce qu'on a pu dire, l'éloignement des proches avec cet inconnu, pourra-t-on se revoir un jour? Hein, ça, c'est la phrase qui a pu être dite par un jeune et par la mère d'un jeune aussi. Voilà, le chagrin, la colère, la perte de sens, la perte d'espoir, l'inquiétude envers les amis qui restent à la rue, ça c'est quelque chose de très important parce que comme ils ont passé beaucoup de temps à la rue, bah, des solidarités, des loyautés se sont faites et quand on se retrouve pris en charge, bah, de fait on laisse hein, d'autres amis, d'autres camarades à la rue et ça c'est souvent parfois délicat, ça demande un moment où ils peuvent appréhender quelque chose autour de ça. Et je crois que c'est important de pouvoir leur donner un espace d'écoute à cet endroit-là, avec un risque aussi d'ancrage à la rue, évidemment, qui peut être assez fort parfois chez certains jeunes. L'inquiétude autour des capacités de s'intégrer en France, la peur d'avoir des ennuis autour de leur propre comportement en particulier, et la crainte autour, évidemment, des enjeux de régularisation.
Et cette souffrance, elle va se manifester par des plaintes somatiques, un repli sur soi, un isolement, moins de présence sur le foyer, donc où là, il y a l'errance, l'ancrage à la rue qui va se manifester, une agressivité, une irritabilité, un manque d'hygiène parfois aussi qui peut venir, une difficulté à se mobiliser sur le projet d'insertion et dans certains types de parcours, des passages à la quinte avec beaucoup de délinquance qui structurent souvent leur arrivée en France. Et là, on est sur des jeunes qui peuvent avoir été pris dans des réseaux qui les amènent à commettre des délits. Voilà, donc c'est aussi la problématique du signalement de ces jeunes, comment on va opérer pour qu'ils puissent être accompagnés de manière plus spécifique. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? Oui, Une quelques seconde. minutes. Ah, une seconde? Ok, voilà, et ben je peux m'arrêter là. Si simplement sur les ressources, peut-être dire deux, trois mots. Évidemment, les ressources, elles vont être communautaires et amicales d'abord, religieuses parfois avec le maintien des pratiques de culte, la possibilité d'investir des adultes comme personnes de référence, la curiosité envers les possibilités d'épanouissement dans le pays d'accueil, la scolarité, hein, le maintien du contact avec les parents, y compris parfois nous avec l'aide de la MAO et l'attitude des parents qui peuvent rester en soutien et encourager évidemment beaucoup leurs enfants, hein. Et puis aussi l'âge de prise en charge et les opportunités concrètes, hein. Quelles sont les formations qui sont disponibles par rapport à ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et après les ressources psy, mais on en a déjà parlé. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Johan et Valentin. On va pouvoir prendre quelques questions, il y en a de nombreuses. Donc on va peut-être pas toutes les poser, mais par contre, vous pouvez y répondre en tant que panéliste en saisissant les réponses directement dans le Q&R. Il y en a une que je trouve, je ne sais pas si on peut la garder après l'ensemble des interventions, dans le sens où elle interroge comment dire, le sujet de la décolonisation en santé publique, notamment en santé mentale. Donc, je trouve peut-être intéressant de l'aborder de manière transversale à ce webinaire-là. Mhm. Il y a une question, c'était au tout début de l'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations psychotraumatiques hors du trouble du sommeil observé? Bah, oui, tu veux dire quelque chose? Alors moi, sur la question de la décolonisation, enfin sur encore une fois, c'est pas quelque chose sur lequel on a le temps. Enfin, vraiment, on va juste poser des bases de comment on parle de soi ici en Occident. Parfois, en les invitant à dire quelle différence il y a avec leur culture Mhm. d'origine. Ou, par exemple, parfois, j'ai certains jeunes qui arrivent en sachant ce que c'est un psychologue, mais comme c'est associé à la folie ou des choses comme ça, de déconstruire un peu ce côté-là. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on va beaucoup se pencher, parce que ça, je laisse plutôt ça à mes collègues psychologues qui verront, soit dans les foyers d'ASE, soit dans les MAO, soit tout ça. Sur les symptômes du psychotrauma, oui, comme l'a dit Johan, finalement, le principal qui va arriver, c'est les troubles du sommeil à travers des cauchemars traumatiques. Principalement, moi, ce que je vois aussi, et Johan en a parlé, c'est les reviviscences et les conduites d'évitement, avec les pensées intrusives aussi autour de ce qu'ils ont vécu. Mais par exemple, à Nantes, notre foyer est juste à côté de la Loire. Il y a parfois beaucoup de jeunes qui disent éviter de marcher au bord de la Loire parce que ça leur rappelle l'eau. Alors, on a aussi la possibilité, on a des navibus, et notamment, ils sont parfois contraints d'emprunter le navibus pour aller jouer au foot. Et c'est aussi une bonne stratégie d'exposition, je trouve, de les remettre sur un bateau en confiance avec des adultes, quelque chose qui tient la route. Donc principalement, moi, les trois symptômes que je vois, que j'observe, c'est les conduites d'évitement, les cauchemars traumatiques et les reviviscences. Merci beaucoup, Valentin. Là, c'est une question peut-être technique, donc je ne sais pas s'il y a une réponse simple, en tout cas concise et rapide. Est-ce que les MAO, c'est pareil que les SAO? Et j'aimerais juste peut-être une déclinaison de ce sigle-là, parce que Alors, dans MAO, la... c'est Maison d'accueil et d'orientation. SAO, je ne sais pas si elle fait référence ou il fait référence au SAU.
Est-ce qu'on a le temps? C'est l'équivalent en fait des MAO, mais dans le champ de la protection de l'enfance classique avec les MAE et les SAU. Je ne sais pas si c'est ça là. Service d'accueil et d'orientation. Oui, bah peut-être. Je connais pas les SAO. Je sais pas si c'est une autre appellation, mais pour dire la même chose. D'accord. Mais en soi, oui, c'est les mêmes Mm, services. mm. Très bien. Euh, nanana. Est-ce que vous repérez des troubles du comportement alimentaire chez les jeunes que vous rencontrez? Alors moi, je le nommerais pas comme ça. Par contre, on repère qu'il y a des problématiques autour de l'alimentation, et même le mot problématique, je le mets entre guillemets. Évidemment qu'ils arrivent avec une alimentation, en tout cas sur nous, sur la MAO, qui est proposée par une entreprise qui vient avec une alimentation qui est très occidentale. Donc forcément, les jeunes n'aiment pas l'alimentation qu'ils trouvent. Donc, ça crée beaucoup de débats au sein des jeunes et en particulier dans les réunions qu'on fait pour les jeunes où ils peuvent s'exprimer sur le sujet. Après, on a quelques jeunes pour qui l'alimentation va être aussi reliée à des souvenirs traumatiques autour de la malnutrition, autour de moments voilà, où parfois ils ont même pas eu à manger pendant plusieurs semaines. Donc, parfois, évidemment, c'est à raccrocher avec leur parcours traumatique aussi. Mais bon, moi, j'ai pas vu de troubles du comportement alimentaire, voilà, diagnosticable en tant que tel, en tout cas. Mais Merci. c'est quelque chose qui peut-être peut se voir sur le long terme, par contre. Mm. Ça. Valentin, vous voulez apporter des compléments Moi, enfin, c'est un peu comme disait Johan, les seuls affiliés troubles du comportement alimentaire que j'ai pu observer, c'est plutôt des conduites anorexiques chez des jeunes filles, Oui. mais qui sont pas à entendre au sens trouble du comportement alimentaire, psychopathologie DSM, au sens où c'est pas une perte de prise de poids ou des choses comme ça, c'est plutôt les conséquences, un trouble induit par des symptômes dépressifs, par souvent la question de la barrière de la langue. Là, en ce moment, on a une jeune fille arabophone qui est la seule jeune fille arabophone qu'on a et qui s'isole énormément parce que les autres filles ne parlent pas sa langue et donc ne va pas aller manger au restaurant, va rester dans des conduites un peu d'isolement comme ça. Donc, ça peut être des symptômes anorexiques, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des troubles de conduite alimentaire, puisque l'anorexie va être plutôt une conséquence, ou la restriction alimentaire va être une conséquence des symptômes dépressifs, et non pas un trouble des conduites alimentaires en soi. Donc c'est plutôt, pour ma part, assez rare de rencontrer cette problématique-là. Et comme disait Johan, ce qu'on va observer, c'est des symptômes des troubles des conduites alimentaires, mais qui sont plutôt à prendre dans un panel de syndromes autres que les vrais troubles du comportement alimentaire selon le DSM. Merci beaucoup pour vos réponses. Une dernière question, donc par rapport à l'impact que peut avoir, est-ce qu'il y a un impact de tous ces placements courts et à répétition, ces instances, etc., qui participent à la fragilité mentale du jeune? Bah, oui, là, oui, j'ai envie de dire forcément. Hein, on est sur des jeunes qui ont un parcours avec beaucoup de ruptures et de fait, ça rend compliqué. Bien sûr, ça les remet en insécurité. Nous, quand ils quittent la MAO, c'est souvent un moment, voilà, où se refragilise quelque chose et ça nous demande de beaucoup travailler sur le lien avec les structures d'après. Et en particulier, moi, je fais beaucoup de liens avec, par le biais du SEMNA aussi. Donc le SEMNA, hein, c'est l'ASE. On crée quelque chose qui permet justement que l'impact de ces passages soit le moins impactant possible, mais évidemment que c'est complexe. Mm. Et comme ils ont été aussi parfois pris en charge par d'autres gens avant, même si c'est des bénévoles associatifs, c'est quand même des liens qui à chaque fois sont à refaire, une confiance qui est à rejouer, donc évidemment que c'est très impactant. Merci Valentin. Avant de clôturer, entre guillemets, cette première séquence, vous voulez compléter également sur cette question de... Pareil. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec Johan. En fait, dans ma tête, ce qui m'a traversé, c'est
un peu comme des enfants de l'ASE, des enfants français, hein, qui finalement sont placés, replacés, surplacés, déplacés, où ça crée des fragilités dans les liens d'attachement et dans leur équilibre psychique, à ceci près que ce qui vient en plus, là, c'est un parcours d'exil, des enfants qui sont souvent plus âgés, des multiples fractures et des instances d'accompagnement qui sont de différents pays. C'est-à-dire que généralement, il y a tout ce qui se passe sur leur pays d'origine, les différents pays qui vont traverser, alors je veux dire, instances d'accompagnement, par exemple, emprisonnés en Libye ou des choses comme ça, c'est pas du tout un accompagnement, mais ça reste quand même d'autres personnes qui vont être rencontrées, des prisonniers avec qui ils vont pouvoir créer du lien ou autre. Généralement, ils arrivent en Espagne ou en Italie où ils peuvent être pris en charge par d'autres organismes. Et puis arriver en France, à Paris, et puis après arriver à Nantes, et puis finalement à Nantes, repartir sur d'autres associations, sur d'autres foyers, sur d'autres structures. Donc bien évidemment qu'il y a de multiples fractures qui, au demeurant, ne les encouragent pas à s'attacher sur un terrain où déjà l'attachement c'est compliqué. Donc oui, oui, ça les fragilise d'autant plus, c'est une certitude. Ben, merci beaucoup à vous deux pour cette première séquence qui introduit notre rencontre d'aujourd'hui avec justement ces éléments qui nous permettent de mieux caractériser, en tout cas de mieux comprendre les besoins, en tout cas la singularité des jeunes en situation d'exil. Il reste encore quelques petites questions sur le questions et réponses, donc QR, donc vous pouvez directement saisir votre réponse. Il y en a quelques-unes, je les garde aussi dans le sens où ça va peut-être être répondu dans la deuxième séquence qui va pardon, avec l'intervention de Benjamin par rapport donc aux mineurs en recours. Et merci d'ailleurs parce que je trouve, ben, juste pour indiquer que vous gérez très bien le QIR. Donc sans m'appesantir, je passe donc la parole à la deuxième séquence, donc à Benjamin. Et encore merci. Bonjour. Donc moi, je suis Benjamin Cagan, je travaille à la Fondation de l'Armée du Salut et je suis chef de service de la halte humanitaire d'Hydro. Rapidement, la halte humanitaire d'Hydro, c'est un accueil de jour qui a ouvert en juillet de l'année dernière, qui est financé par la ville de Paris. Et on a ouvert ce lieu à la demande de la ville de Paris pour répondre à un certain nombre de besoins des jeunes en recours en situation de rue sur le territoire parisien. Pour vous donner quelques chiffres, on accueille entre 100 et 150 jeunes par jour. L'âge moyen des jeunes qu'on accueille, c'est de 15 ans et demi. Nous, un des critères pour accueillir les jeunes, c'est qu'ils soient à la rue. Donc, plus de 95% des jeunes qu'on accueille vivent à la rue et 96% d'entre eux ne sont pas scolarisés. Donc, nous, notre public, c'est vraiment les jeunes qui ont passé la première évaluation à l'AMNA ou sur un autre département, mais en grande majorité à l'AMNA, et qui sont soit en procédure de recours, soit n'ont pas encore déposé leur procédure de recours au moment où ils viennent sur notre structure. Donc, on est un accueil de jour qui est ouvert 7 jours sur 7, de 9 heures à 18 heures. On a un espace de repos où les jeunes peuvent venir se poser, charger leur téléphone, boire un café. On a des espaces d'hygiène avec des douches, des toilettes. Et après, on propose tout un tas de prestations, d'ateliers, de permanences. Nous, on a un fonctionnement un peu particulier parce que dans notre équipe, il n'y a pas de psychologue, éducateur, infirmier ou autre. Et notre rôle, c'est vraiment de coordonner les activités de tous les partenaires qui interviennent. Et donc, toutes les actions qu'on propose, et notamment sur les questions de santé mentale, elles sont faites par des partenaires extérieurs. Donc, on travaille avec un certain nombre de partenaires sur le volet médical. On travaille notamment avec le SAMU social de Paris, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. On travaille aussi avec le COMED qui intervient sur différentes thématiques, mais plutôt sur le volet collectif. On travaille avec le chêne et l'hibiscus, mais j'y reviendrai après parce on a monté un gros projet avec le chêne et l'hibiscus, mais c'est un partenaire avec lequel on travaille depuis très longtemps. On travaille également avec une association qui s'appelle 4A, qui anime des ateliers d'art-thérapie et qui sont très, très précieux pour les jeunes qu'on accueille et qui marchent très, très bien.
Donc voilà, donc nous on essaye sur ce lieu d'avoir une réponse la plus complète possible aux besoins. Alors évidemment, elle est imparfaite, hein, mais on essaye d'avoir un maximum d'interventions sur différents volets. On a aussi des permanences sur de l'accompagnement juridique, social. On propose tout un tas d'activités culturelles, artistiques, des cours de français. On essaye aussi de penser le lieu comme un endroit où les jeunes ont un maximum de services et de réponses aux besoins. Parce qu'on sait que sur le territoire parisien, je pense que c'est pareil un peu partout, mais le fait de se déplacer pour chaque besoin ou pour différents services, c'est aussi une source de stress pour nous. Il y a un très gros enjeu sur la question des déplacements des jeunes qui ont de plus en plus peur de prendre les transports en commun parce qu'ils n'ont évidemment pas de titre de transport. Donc voilà, donc c'est aussi l'objectif d'un lieu comme la halte, c'est d'essayer de limiter les trajets pour ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que le fait de devoir aller aux quatre coins de Paris pour un rendez-vous médical avec un psychologue et autres, en fait, les jeunes arrêtent assez rapidement de s'y rendre par peur d'être contrôlés dans les transports, puisqu'ils n'ont pas de titre de transport. Nous, les jeunes qu'on accueille, ils nous sont orientés en partie par l'AMNA, donc par le service qui évalue les jeunes à Paris, et par d'autres partenaires associatifs extérieurs qui font des maraudes, et également par d'autres structures, notamment une de l'Armée du Salut qui reçoit beaucoup de jeunes parce qu'ils s'y présentent d'eux-mêmes, et donc ils nous réorientent ces jeunes. Nous, on est sur un public qui vient en très grande majorité d'Afrique subsaharienne, qui est francophone, et on accueille une très très grande majorité de garçons. En fait, on a seulement quelques filles qui se présentent, mais en fait, il y a le dispositif de Médecins sans frontières à Pantin qui est dédié aux jeunes filles. Et donc, l'objectif, c'est de réorienter les jeunes filles vers le dispositif de Médecins sans frontières. Nous, on accueille les jeunes tous les jours. Donc, on a à la fois des jeunes qui viennent une fois de temps en temps pour assister à une permanence ou un atelier ou un cours, et à la fois des jeunes qui viennent tous les jours depuis des mois, voire parfois plus d'un an. Et c'est vrai que pour le public qu'on accueille, les délais d'attente de l'audience pendant leur recours, qui sont de plus en plus longs, c'est un élément qui est extrêmement important sur leur état de santé mentale, puisque maintenant, nous, on a des jeunes qui attendent plusieurs mois, voire plus d'un an avant d'avoir une audience. Ce qui fait que, on voit aussi beaucoup de jeunes qui se découragent complètement, et on a de plus en plus de profils de jeunes avec lesquels on avait créé des liens assez importants. Et en fait, le délai d'attente est tellement long qu'en fait, ils se découragent et ils veulent plus répondre à aucun rendez-vous. Ils souhaitent plus adhérer aux différentes permanences et à ce qu'on leur propose. Et c'est vrai que ce délai d'attente est quand même extrêmement néfaste pour la santé mentale de ces jeunes. Comme je le disais tout à l'heure, nous, la très grande majorité des jeunes qu'on accueille, ils vivent à la rue. Donc évidemment, ça a aussi un impact très fort sur leur état de santé mentale, pour tout un tas de raisons qu'on connaît déjà. Ils vivent en grande majorité sur des campements. Donc à Paris, il y a des lieux d'installation qui sont assez connus aujourd'hui, où il y a un certain nombre de jeunes. Mais on constate aussi des lieux d'installation beaucoup moins connus et qui sont beaucoup moins visibles. Et donc les jeunes sont de plus en plus éloignés des lieux associatifs comme le nôtre, même s'il y en a d'autres à Paris, hein, et qui sont assez, assez mal informés du tissu associatif parisien. Et pareil, nous, on arrive parfois à accueillir ces jeunes-là et on se rend compte qu'il y a un gros enjeu sur leur état psychique. On se rend compte aussi qu'il y a un enjeu qui est lié à l'absence de réponse à certains besoins pour une structure comme la nôtre. Donc nous, on a un accueil de jour, on ne propose pas d'hébergement, on ne peut pas scolariser les jeunes. Et on se rend compte aussi que pour ce public,
il y a quand même une très forte demande, notamment sur les questions de scolarité, et que ça a un très gros impact sur leur morale et sur leur volonté de continuer à adhérer à un certain nombre de démarches parce que nous, on n'est pas en mesure de répondre à certains besoins. Et donc, on essaye d'avancer sur ces questions-là, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de besoins sur lesquels on peut pas répondre. Et on se rend compte que pour eux, ça a quand même un effet assez dur. Et par ailleurs, on considère que en fait, l'attente, mais qui du coup est aussi liée un peu à l'inactivité, à l'ennui pour des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, c'est totalement destructeur d'un point de vue psychologique. Et donc, on a essayé de développer enfin, tout un volet sur la halte humanitaire, d'ateliers culturels, artistiques, que ça soit au sein de notre structure, puisqu'on a une salle dédiée aux activités, ce qui est très précieux, mais aussi en dehors de la halte, en créant un certain nombre de partenariats avec des bibliothèques, des musées, des centres culturels, et parce qu'on se rend compte aussi que, au-delà du suivi psychologique qu'on peut proposer avec les partenaires spécialisés, le fait de pouvoir proposer tout un tas d'activités et de les rendre un peu actifs, d'occuper leur temps, c'est quand même un moyen assez important pour les maintenir dans un état psychologique plutôt positif et favorable. Alors évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes, mais depuis l'ouverture, on se rend bien compte des effets que ça a, tout le volet culturel et artistique. Et nous, on essaye de développer au maximum ça parce que c'est aussi un public qui est extrêmement demandeur. Et quand on arrive à répondre favorablement à ces demandes, on se rend compte du bien enfin, de ce que ça peut leur procurer. Et d'ailleurs, ils communiquent très régulièrement sur le fait que ça contribue à leur bien-être, en tout cas à leur mieux-être, le fait d'avoir des activités, qu'elles soient un peu régulières, et puis qu'ils aient aussi un peu des repères dans le temps en se disant, là, tel jour, il y a tel atelier, là, on a un projet qui s'inscrit dans le temps, et donc il y a une forme de régularité qui s'inscrit. Parce que on constate aussi, et ça c'est un constat qui est partagé par tous nos partenaires, c'est que l'attente qui est très longue, elle est aussi extrêmement dure à supporter pour eux parce qu'ils n'ont pas de repères temporels. Leurs journées, elles sont ponctuées par en fait très peu d'éléments vraiment précis. Et en fait, dès qu'il y a des choses qui viennent ponctuer leur journée, leur semaine, et déjà, ça les met dans une dynamique qui est qui est un petit peu différente. Et puis nous, on essaye aussi de les rendre actifs et de les faire prendre part à la vie de la halte, qu'ils ne soient pas juste bénéficiaires de services qu'on propose, mais aussi de les intégrer dans une démarche de réflexion, d'analyse de ce qu'on peut proposer, de discussion, et que ça soit pas juste un panel de services qu'on propose et qui, eux, en bénéficient. Alors, ça soulève tout un tas de questions, mais c'est un vrai enjeu. Et je parle de, ce- de, ce, de cette problématique-là parce que justement, un projet qu'on a mis en place avec le chêne Hibiscus, donc suite à un appel à projet qu'on avait déposé à à la Fondation de France. C'est un projet qui s'intitule Des victimes survivants et tracteurs de sa vie en exil. Et le projet, on l'a pensé avec le Channel Hibiscus. Donc, le Channel Hibiscus, c'est une association avec des psychologues, psychothérapeutes spécialisés sur l'exil. Et en fait, on l'a pensé justement en se disant que ça serait intéressant de repenser nous-mêmes notre pratique de l'accueil, des services qu'on propose, de comment on pense aussi les prestations qu'on met en place et que forcément, nous, en tant que professionnels, on a aussi des biais et que sur les questions de santé mentale, il y avait quelque chose à repenser sur la manière dont on allait solliciter le public et leur proposer un cadre et un espace dans lequel ils allaient être acteurs, mais au même niveau que des professionnels. Donc,
de l'Armée du Salut, par exemple, de notre équipe, mais aussi des partenaires. Et donc l'idée dans ce projet, il y a un volet qui s'appelle les clubs, où c'est un espace de discussion. Donc c'est animé par des psychologues du Channel Hibiscus. Il y a des salariés de notre équipe qui y ont participé. Alors là, on a commencé cette année, c'était une première phase expérimentale parce que pour nous, c'était tout nouveau. On était confronté aussi à un certain nombre de problématiques de par la configuration de nos structures, parce que nous, on a un accueil de jour avec des jeunes qui viennent pas forcément régulièrement. Parfois, on voit des jeunes pendant quelques semaines, après, ils disparaissent. Et sur ce projet, on pensait qu'il y avait une nécessité quand même de régularité des participants. Donc, on a fait une première phase expérimentale avec 3 clubs. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de créer un espace de discussion, d'expression, mais où les publics qu'on accueille ont la même place que des salariés, des bénévoles ou autres. Et c'est à la fois un moyen de redonner ce qu'on peut appeler du pouvoir d'agir, mais c'est aussi de leur mettre dans une place où ils sont actifs et où on leur donne la possibilité de s'exprimer. Parce qu'on se rend compte que nous, il y a des jeunes qu'on voit quotidiennement, et en fait, il y a quand même parfois une très grosse frustration de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent, dire ce qu'ils pensent, comme beaucoup de jeunes de cet âge-là. Et c'est vrai que nous, quand on accueille 150 jeunes dans la même journée, c'est compliqué de pouvoir recevoir la parole de tous les jeunes. Donc c'était aussi un des objectifs de ce projet, c'était de se dire qu'on allait mettre en place cet espace voilà, qui est pensé, qui est animé par des psychologues dans lequel les jeunes allaient pouvoir donner leur avis sur un certain nombre de choses, à la fois extérieures à notre structure, mais aussi internes à notre structure. Alors effectivement, une des grosses difficultés auxquelles on a été confronté sur cette première phase, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de sujets extérieurs qui revenaient, notamment la question du logement, de la scolarité, parce qu'ils voudraient absolument aller à l'école et en fait, ils n'arrivent pas à être scolarisés, ce qui est un vrai sujet, mais qui n'est pas du tout une nouveauté. Il y avait d'autres sujets sur lesquels on n'avait pas forcément vocation à intervenir, mais en tout cas à apporter des éléments de réponse. Mais voilà, donc c'était une première phase. Là, on va reprendre une deuxième phase en tirant un peu les enseignements de ces premières séances. Et en parallèle de ces clubs, on a mis aussi en place des ateliers de dramathérapie. Et pareil, ça marche extrêmement bien et le public qu'on accueille est vraiment très intéressé et très demandeur de ces ateliers. Ils s'en saisissent extrêmement bien, ils demandent et surtout on voit et on entend à quel point ça a un aspect positif sur leur état psychique, parce qu'on a quand même des jeunes dont on voit l'état psychique se dégrader très rapidement, et de plus en plus d'ailleurs, ce qui nous interpelle beaucoup, et malgré le fait qu'on ait quand même la chance d'avoir beaucoup de partenaires et beaucoup de choses à proposer, ça reste parfaitement insuffisant au vu de l'ampleur des besoins pour ce public. À Paris, on estime qu'il y a en fonction des périodes, 800 et 1200 jeunes en recours à la rue. Donc voilà, nous, on intervient sur une petite partie de ce public, mais voilà, ça reste insuffisant, mais on essaye d'apporter des réponses qui sont aussi diverses parce que c'est ce qui était dit avant. On est face à des jeunes qui sont pas du tout, enfin, qui ont des problématiques aussi qui sont très différentes. On parle de jeunes en recours, mais d'un jeune à l'autre, il y a des problématiques qui sont très différentes de par le parcours d'exil, de par la vie au pays, de par la façon dont ils ont réussi à construire des liens en arrivant en France. On a des jeunes qui sont très, très isolés. On a des jeunes qui sont très sociables, qui connaissent beaucoup de jeunes, qui sont toujours avec des copains. Donc pour nous, il y a aussi un enjeu d'essayer d'apporter des réponses qui soient, qui correspondent à tous les profils de jeunes qu'on peut accueillir.
Et puis peut-être pour finir rapidement, c'est intéressant qu'on parle de ce public maintenant, puisqu'il y a il y a un projet de loi qui va être soumis au vote à l'Assemblée nationale. Enfin, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont au courant, qui demande le respect de la présomption de minorité, ce qui est quelque chose qui a été porté par beaucoup d'associations depuis très longtemps. Nous, à notre petite échelle, il y a 2 ans, on avait réalisé une enquête sur les jeunes en recours à Paris, en partenariat avec Action contre la faim, Utopia, Médecins sans frontières, Médecins du Monde. Et à l'issue de l'enquête, on avait sorti un rapport donc avec un certain nombre de données concernant ce public et un certain nombre de recommandations. Et dans les recommandations, enfin, il y avait une des recommandations qui concernait le respect de la présomption de minorité, puisque c'est quand même un élément central dans la question des mineurs non accompagnés qui sont à la rue. C'est qu'aujourd'hui, sur le temps d'attente de leur audience devant le juge des enfants, ils sont pas pris en charge et donc ils sont à la rue, ce qui est parfois, enfin, ce qui est systématiquement extrêmement problématique pour ce public. Et surtout, il y a quand même une majorité des jeunes qui finissent par être reconnus mineurs à l'issue de l'audience. Donc, ça veut dire qu'il y a des mois d'errance à la rue pour finalement être reconnus mineurs, ce qui est extrêmement destructeur. Et ce qui fait qu'une fois qu'ils sont reconnus mineurs et pris en charge dans des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, bah, en fait, il y a beaucoup de problématiques qui doivent être prises en charge, alors que s'il y avait un hébergement et une prise en charge qui était permanente et continue jusqu'à l'audience, et ben, évidemment, il y aurait des problématiques présentes, mais elles seraient pas aussi importantes. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'assez important, ce point-là. Merci beaucoup, Benjamin. Il y a quelques questions très rapidement, parce que ça a coupé au moment où tu as dit le nombre de jeunes à la rue à Paris. Bah, d'estimer exactement, mais les associations qui font des comptages aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 800 et 1200 jeunes à la rue, en sachant qu'il y a des jeunes qui sont hébergés dans des dispositifs de mise à l'abri de la ville de Paris, puisqu'il y a eu plusieurs mises à l'abri ces derniers mois, mais c'est les chiffres que nous, on a en ce moment. Ok, merci beaucoup, Benjamin. Nanana. Il y avait une question, je te laisserai peut-être y répondre de manière plus individuelle à Marie de Neyman via le QR. Mais par contre, sa question pose sur est-ce que un jeune peut se présenter spontanément à la halte et quel soutien il peut trouver en fait au sein de la halte. Bah, peut-être je répondrai directement, mais oui, Ouais, oui, directement. tenter spontanément, mais je répondrai directement, ce sera peut-être plus simple. Ok. Mais de manière générale, oui, un jeune peut venir de manière spontanée à la halte ou... Bah, nous, on a des circuits d'orientation qui sont un peu définis parce qu'en fait, sur le nombre de jeunes à la rue, on peut évidemment pas les accueillir. Donc, nous, on essaye de privilégier les jeunes qui sont les plus vulnérables, les plus isolés. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des circuits d'orientation un peu spécifiques. On travaille avec l'AMNA, donc le service qui évalue les jeunes, qui nous oriente les jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs, mais qui sont considérés comme extrêmement vulnérables. On travaille avec d'autres associations qui font des maraudes et qui rencontrent des jeunes très vulnérables. Mais de fait, aujourd'hui, on est une structure qui est bien identifiée par ce public. Et donc, on a régulièrement des jeunes qui se présentent d'eux-mêmes. Après, c'est vrai que l'avantage aussi des orientations, c'est que parfois on connaît aussi un peu quelques informations sur les jeunes et ça nous permet de tout de suite, dès qu'ils arrivent, les orienter. On sait que s'il y a des problématiques en santé mentale, médicale ou autres qui ont déjà été identifiées par des partenaires associatifs, ça nous permet de les orienter tout de suite dès qu'ils arrivent à la halte.
Merci pour tes précisions. On a un peu de temps, donc s'il y a une personne qui souhaite prendre la parole, donc soit pour poser une question ou pour partager en écho à ce qu'a pu nous partager Benjamin, vous pouvez via réaction lever la main et on vous donnera la parole. En tout cas, juste en attendant, s'il y a quelqu'un qui se manifeste par une main levée, Margot Canzian, qui est à MSF, travaille avec les jeunes en recours, bah, en rejoint justement cette nécessité de prendre en charge les personnes se déclarant comme mineures. Donc là, je pense que c'était en écho à la proposition de loi que tu as évoquée. Oui, oui, c'est ça. Bah, en fait, normalement, un jeune qui se déclare mineur, il doit être considéré comme mineur jusqu'à l'épuisement de ses voies de recours. Donc, ça inclut pendant la période d'attente de l'audience devant le juge, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pouvoirs publics se renvoient la balle en disant non, ils sont majeurs, ils n'ont pas été reconnus à l'issue de la première évaluation, s'ils sont mineurs, mais du coup, ils ne rentrent pas dans les dispositifs mineurs. Et donc, en fait, ils sont exclus de tous les dispositifs, et les dispositifs mineurs, et les dispositifs pour majeurs. C'est une des raisons pour lesquelles la ville de Paris nous a demandé d'ouvrir la halle, c'est d'avoir un lieu dédié à ce public-là. Merci beaucoup. Donc, pas de main levée et je vois pas de questions complémentaires. Donc, à part donc, celle où tu pourrais répondre de manière individuelle. Après, même si aussi, Johan, Valentin, vous avez des questions ou même, je vois, ça me permet d'introduire rapidement Jean-Marc Antoine qui nous a rejoint en cours de la première séquence. Donc, idem, hein, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas. Moi, j'en avais peut-être une de manière un peu générale, dans le sens, donc tu as parlé du partenariat avec le chêne et l'hibiscus. Si tu pouvais avoir quelque chose, comment dire, un conseil, ou en tout cas une idée forte à retenir pour réussir ce type de partenariat avec un intervenant, en tout cas, ou une association dans le champ de la secteur de la santé mentale, ça Moi, serait je quoi? serais assez curieux de connaître un petit peu plus l'association qui offre la possibilité de groupe de parole à ces jeunes. Parce que tu en as parlé, mais de manière très, très courte, me semble-t-il, alors que dans l'accueil que vous proposez à l'Armée du Salut, ça me paraît avoir une place très, très, très importante et même déterminante. Euh, L'association du Channel Discute avec laquelle on travaille et avec lequel on fait le projet dont je parlais, Oui, oui, bah, en fait, c'est une association avec laquelle on travaille depuis plusieurs années, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a une première halte humanitaire qui a ouvert à Paris il y a 5 6 ans. D'abord à La Chapelle, c'était à l'époque où il y avait des campements avec plus de 3 000 personnes, mais c'était vraiment pour un public demandeur d'asile, primo-arrivant. Et le travail avec le chêne et l'hibiscus a commencé déjà à La Chapelle à ce moment-là. Et alors, je n'ai pas tout l'historique, mais je sais que l'association s'est plus ou moins créée à ce moment-là. Et elle intervenait déjà à la halte humanitaire qui était à La Chapelle. Ensuite, la halte humanitaire a déménagé et donc le chêne et l'hibiscus a suivi aussi pour continuer à intervenir au sein de la halte humanitaire qui maintenant se trouve dans le centre de Paris. Donc c'est la halte humanitaire Rivoli, qui est plutôt pour un public primo-arrivant, demandeur d'asile. Et en fait, cette association, elle est composée d'un certain nombre de professionnels de la santé mentale, mais qui ont des profils et des spécialités assez différentes. Et donc, au départ, le partenariat avec cette association était très axé sur des permanences de psychologues, de psychothérapeutes, plutôt en individuel pour les publics accueillis à la halte. On essayait l'objectif n'était pas de faire du suivi sur la structure parce qu'il y a une telle demande que c'était compliqué de faire du suivi. Mais voilà, les premiers liens, ça se faisait de cette manière-là. Et puis en fait, avec le temps, on a commencé à réfléchir à différents projets. On a commencé à réfléchir aussi à d'autres réponses qu'on pouvait apporter sur les questions de santé mentale
et plus globalement aussi sur la réflexion de l'accueil, en fait, puisque derrière ce projet qu'on porte avec eux, il y a un vrai sujet sur l'accueil. Et en fait, enfin, on avait beaucoup discuté avec une personne qui travaille au chêne et l'hibiscus, qui s'appelle Dorothée Legrand, sur ces questions d'accueil et de comment on intègre la réflexion de l'accueil, à la réflexion de l'accueil, les publics accueillis. Et donc voilà, c'est une réflexion qui s'est faite progressivement et depuis le temps qu'on travaillait avec ce partenaire, il y a des liens assez importants qui se sont créés. Et en fait, au moment où on a ouvert cette nouvelle halte l'année dernière, nous, on a souhaité continuer à travailler avec le Channel Discus et on s'est dit que ça serait intéressant, dans une perspective d'ouverture d'un nouveau dispositif, d'essayer de mettre en place ce projet-là aussi puisque c'est aussi le moment où en fait on est amené à se questionner sur les réponses aux besoins qu'on va apporter. Et l'idée, c'était de se dire, on a un modèle qui fonctionne, qui est la première halte humanitaire, mais on ne va pas non plus dupliquer totalement et on va essayer de le re-questionner et de repenser aussi nos pratiques. Et donc, c'était aussi un point de départ de ce projet avec cette association. Merci. Merci beaucoup pour ces compléments, Benjamin, et pour ta question, Jean-Marc. S'il n'y en a pas d'autres, mais on pourra quand même revenir tout au long de ce webinaire. Je vous propose de passer la parole à Johan, de repasser, pardon, pour avoir des compléments sur justement quel est le lien, en tout cas l'accompagnement pour limiter les ruptures quand les jeunes passent à la majorité et quelle est la continuité de la prise en charge. Ok, merci de me redonner la parole. En fait, donc moi, juste pour préciser, hein, je travaille donc sur la MAO et je travaille pas avec les jeunes majeurs, mais je suis très en lien avec des collègues des structures qui travaillent auprès des majeurs et on discute beaucoup des enjeux qu'il peut y avoir concernant la majorité. Donc c'est en ce nom-là que je parle. Voilà, donc j'ai eu un échange approfondi avec une collègue hier pour remettre un petit peu tous les éléments autour de ça. Donc évidemment, nous, ce qui commence déjà en MAO, c'est la question de la régularisation, hein. Ça reste un enjeu majeur puisque c'est ça qui va quand même sécuriser leur possibilité administrative d'être en France. Et donc, ça produit beaucoup de stress avec quand même un élément qui est important à prendre en compte, c'est la multiplicité des récits qu'ils entendent d'autres jeunes et parfois aussi de plusieurs professionnels et qui rendent pas toujours facilitant le fait de savoir quelle est la meilleure stratégie et en plus dans un contexte où les lois sont aussi en train euh, d'être secouées et voilà, comme vous le savez, le contexte n'est pas forcément favorable. Donc voilà, c'est quand même un enjeu qui est important, évidemment. Ensuite, ce qui est parfois assez dur en semi-autonomie, puisque nous, en MAO, on a aussi des jeunes qui reviennent de la semi-autonomie. On a 8%, 7 à 8% de retour de structures majeures sur notre dispositif. Et ça, c'est un constat qui est fait aussi par donc d'autres collègues. C'est l'isolement en semi-autonomie parce que parfois, ils se retrouvent dans des appartements partagés et il va y avoir une bonne entente entre les jeunes et ça va créer une sorte de possibilité de faire ressources ensemble. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué et du coup, il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement et parfois, les troubles vont être majorés à cet endroit-là ou les difficultés d'insertion aussi, de garder le courage, comme ils disent, de pouvoir tenir leur objectif d'insertion. Donc ça, c'est un des éléments avec lequel il faut faire attention, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en semi-autonomie, donc ils sont dans des appartements, mais selon le type de semi-autonomie, vous avez une proximité des soutiens éducatifs et psychologiques qui sont plus ou moins proches et parfois même plutôt assez éloignés. Donc, c'est aux jeunes de solliciter de l'aide s'ils le souhaitent et sur des dispositifs très externalisés, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Euh,
Mm. Et quand la régularisation est effective, alors ce qui est constaté, c'est que les jeunes vont pouvoir commencer à se poser et parfois à faire une demande thérapeutique à ce moment-là pour reprendre un petit peu leur parcours et avec une possibilité de tisser quelque chose de ce qu'ils ont pu vivre avec moins du coup de pression par rapport à l'enjeu de la régularisation. Et pour d'autres, au contraire, ça va être le début d'une symptomatologie qui va émerger au moment de la régularisation et qui était j'allais dire, implicite ou en tout cas présente, mais pas manifestée. Et ça, moi, j'ai pu l'observer aussi sur des jeunes qu'on a accompagnés vers des demandes d'asile où au moment où ils recevaient la protection subsidiaire ou l'asile, la symptomatologie pouvait émerger. Hein. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Évidemment, le gros risque, c'est les OQTF, parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est un motif aujourd'hui, depuis janvier 2024, de rupture du CJM. Hein. Donc, pour des jeunes qui ont une OQTF, bah, ça rompt le CJM, et du coup, ça, c'est un gros enjeu d'avoir des personnes qualifiées juridiquement pour pouvoir essayer de dénoncer les OQTF lorsque c'est possible, et lorsque c'est pas possible, bah, de faire en sorte d'éviter que le jeune puisse avoir des actes qui, évidemment, puissent amener une rupture. Donc, c'est pas, ça aussi, ça peut être une pression pour les équipes et pour les jeunes. Euh, Parfois, la difficulté, alors ça, c'est une collègue qui a beaucoup travaillé avec les Afghans, qui disait que c'était souvent très dur de donner sens au projet migratoire, étant donné que le projet migratoire, il s'inscrit dans une décision familiale pour les protéger. Mais la famille de ces jeunes n'est pas forcément protégée, continue à être dans des difficultés. Et du coup, pour ces jeunes-là, c'est fois délicat de pouvoir construire sa vie ici sur le territoire alors que leur propre famille est en situation de danger. Mm. Dans les difficultés liées à l'accompagnement, souvent ce qui est noté, c'est l'usure de l'équipe, hein, une fatigue de l'équipe par rapport aux situations soit d'impasse, soit de difficulté à tenir quelque chose de l'énergie chez ces jeunes. Parfois une rupture de confiance dans le lien du jeune avec les équipes, parfois parce qu'il y a eu trop de ruptures, justement et que bah, c'est encore une fois recréer des liens et ça peut être compliqué pour eux. Parfois parce qu'il y a des événements qui se passent, ça peut être un turnover dans l'équipe, ça peut être quelque chose qui s'est passé qui fait que la confiance n'est plus possible ou moins possible et dans ce cas-là, le jeune va s'isoler ou va arrêter de pouvoir se faire accompagner. Voilà, jusqu'à des ruptures de contact et parfois des jeunes qui arrêtent hein, leur prise en charge à la protection de l'enfance, ça peut arriver. Et évidemment, le temps qui va être un peu difficile, c'est le temps de fin hein, de l'accompagnement par la protection de l'enfance, donc autour des 20-21 ans où là, bah, toute la question que se posent les équipes, c'est comment on travaille la séparation, parce que souvent après, ils vont vers des FJT où le taux d'encadrement est quand même beaucoup plus réduit, foyer de jeunes travailleurs, où l'accompagnement bah, est vraiment plus voilà réduit et du coup voilà comment on accompagne cette séparation comment on travaille en amont le fait qu'à un moment quelque chose va s'arrêter de cet accompagnement ce qui est noté, c'est que les jeunes qui ont des ressources de type un travail dans lequel ils se sentent bien, des amis, une activité sportive, un club dans lequel, voilà, c'est évidemment des jeunes qui ont plus de possibilités d'accepter qu'il y ait une fin de la prise en charge et qui pourront plus facilement, voilà, désinvestir tranquillement l'institution protectrice, alors que d'autres vont s'y accrocher, s'y agripper et ou alors rompre le contact de façon, j'allais dire préventive pour eux par rapport au risque de souffrance. Hein. Et évidemment, une grosse question qui se pose pour les psychologues, c'est la question de l'orientation thérapeutique vers le droit commun. Hein, entendu que les structures, même si on est à Paris, en tout cas pour ma part, il y a quand même plus de dispositifs, mais ça reste quand même très complexe en termes de possibilités de trouver des relais. D'autant que pour certains types de relais, c'est des thérapies très centrées sur le trauma et qui demandent aux jeunes d'être assez prêts à être exposés voilà, par exemple, je pense au type thérapie EMDR ou quoi que ce soit, ça demande quand même des préparations et là, il y a tout un tas d'enjeux là-dessus. Et sur le secteur, bah, le secteur, c'est sectorisé et du coup, bah, les jeunes, ils peuvent être envoyés euh, dans des, euh, dans des lieux qui peuvent être très loin du secteur où ils étaient pris en
en charge et du coup, de nouveau, une rupture peut se faire à l'endroit du secteur. Donc, je pense au CMP en particulier, un centre médico-psychologique. Et donc là, de nouveau, c'est un challenge aussi pour le maintien de la continuité du soin pour pour ces jeunes. Voilà ce que je peux dire. Peut-être que je rajouterai au fur et à mesure sur les questions. Quelques mots sur le projet de loi. Évidemment, c'est très important d'en parler. Nous, on a eu la visite donc de Emmanuel Grégoire qui porte le projet de loi qui va demain avoir lieu, enfin le débat en assemblée. Donc, c'est un moment qu'on attend. Il a pu rencontrer quelques jeunes et ça, c'était chouette aussi de voir que voilà, il a pu écouter la parole des jeunes. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quand même dans un moment politique qui est compliqué autour de la question de comment on accueille les personnes en situation de migration. Je trouve que ça donne voilà, une petite lueur d'espoir, en tout cas pour ma part. Merci beaucoup, Yoann. Et oui, il faut profiter de ces lueurs positives. Et merci d'avoir du coup amené en peu de temps des éléments pour vraiment mieux comprendre et d'échanger autour de ce passage à l'âge de la majorité. Je n'ai pas de questions, comment dire, précises dans le sens où elles peuvent être générales. Donc, je ne sais pas s'il y a une intervention un peu plus sur, ou une question vraiment en lien avec les jeunes donc, qui passent la majorité, ou en tout cas ce qu'a présenté Johan, ou un complément également hein, si vous accompagnez ce public-là. En tout cas, là, j'ai une première question par rapport, pour ce qui est nommé le parrainage par des bénévoles de la société civile de jeunes MNA et encadrés par des assos, quel est le retour ou en tout cas le bénéfice sur la santé mentale que vous avez pu observer? Vous avez vu? J'ai pas une grande expérience du parrainage. On a eu quelques jeunes, mais trop peu pour pouvoir faire un retour sur cette expérience. C'est pas très développé. Voilà. En tout cas pour de là où je parle. Merci. Pas si Valentin ou Benjamin. De mon côté, je suis pas forcément concerné par les questions du parrainage, puisque les jeunes sont même pas encore à un stade s'ils sont reconnus ou pas mineurs, donc ils sont pas forcément dans des parcours d'accompagnement associatif au moment où on les rencontre. C'est plutôt nous qui allons les mettre dans des réseaux d'associations après. Donc je suis pas, j'ai pas rencontré ce profil-là. Nous, c'est plutôt des jeunes qui sont, enfin, je sais pas si on peut parler de parrainage ou de marrainage, mais des jeunes qui sont suivis par des bénévoles de d'autres associations qui essaient de les aider sur un certain nombre de démarches ou pour un certain nombre de choses. Et parfois, il y a des bénévoles qui sont très impliqués. Et oui, effectivement, ça a un effet qui est assez positif. Là où parfois c'est un peu à double tranchant, c'est que il y a des personnes qui peuvent bénévolement accompagner des jeunes sur certaines démarches, et puis en fait arrêter en cours de démarche ou de procédure, pas aller jusqu'au bout. Et là, ça a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que nous, on se retrouve parfois avec des jeunes qui sont complètement perdus puisqu'on les a accompagnés au début. Et puis après, ils ont été un peu lâchés dans la nature et donc ils savent pas du tout comment s'y prendre pour continuer les démarches. C'est le cas pour un certain nombre de démarches. Donc voilà, nous c'est un peu ce qu'on voit à la halte, c'est parfois des jeunes qui sont très très bien accompagnés par certains bénévoles. Puis parfois il y a des bénévoles qui doivent interrompre cet accompagnement pour différentes raisons, mais là ça peut créer des soucis. Merci beaucoup pour vos retours. Par rapport au contrat jeune majeur, là c'est par rapport aux possibilités d'accompagnement, car excusez-moi, non, je vais lire la réponse, la question, pardon, je vais éviter de. Donc à la fin du contrat jeune majeur, s'il reste de gros problèmes d'autonomie à cause des problèmes d'apprentissage qui n'ont pu se faire, quelle possibilité d'accompagnement reste-t-il? Bah, là, on tombe sur le droit commun. Donc après, ça dépend des régions, ça dépend des villes.
Moi, j'essaye de détecter ces problématiques d'apprentissage et de voir si un dossier MDPH donc, peut être fait. On en fait quelques-uns pour certains jeunes où on sent vraiment de grandes fragilités, où on sait que le temps est très court et que du coup, de fait, ça va quand même les préserver. Alors, c'est pas forcément qu'il y a un handicap avéré, mais il y a des difficultés qui peuvent quand même être soutenues par ce dispositif administratif et qui peuvent surtout permettre, parce que moi, j'ai boxé beaucoup en handicap avant, ça permet quand même d'accéder à plus de structures que quand on est dans le droit commun social classique, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire, hein. C'est sûr que c'est plus on anticipe et plus on peut essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire avant la fin de la prise en charge par la protection de l'enfance, quoi. Merci beaucoup. Ah, donc là, bah, merci. Là, on va pouvoir passer à des questions que je trouve donc un peu plus transversales. Juste avant, il y avait un partage par rapport à l'approche collective de la prise en charge qui est incontournable pour rompre l'isolement. Donc, Pascal Lafosse qui nous partage une connaissance dans le sens oh, pardon. Pour les travailleurs sociaux, il existe le travail social avec des groupes qui assurent ces enjeux via un site internet. Donc, je vais vous partager dans le chat. Donc, notamment pour alors, valoriser l'estime de soi, favoriser le développement du pouvoir d'agir pour passer du statut de victime à acteur. Je ne sais pas si par rapport à MDPH, je pense que c'est peut-être le sigle Maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Super, merci. Oui, c'est ça. C'est maison départementale pour les personnes en situation de handicap, ouais. Super, merci. Donc, il y avait deux questions sur lesquelles on peut revenir. Donc, là, il y en a une par rapport aux addictions. Donc, c'est quelle est la prise en charge que vous pouvez proposer pour les personnes souffrant de conduite addictive et ne communiquant pas en langue française? Est-ce qu'il y a recours à des interprètes de possible et comment gérez-vous ce biais? Alors, je peux commencer à répondre effectivement déjà de manière plus globale sur la question des interprètes. Nous, on fonctionne beaucoup avec des interprètes, hein. Je fais une bonne partie de mes entretiens avec interprètes. Donc ça, c'est peut-être de façon plus globale. On a cette chance-là, et heureusement. Euh, sur la question des addictions, plus précisément, on a deux types de profils addictifs, si on peut dire. On a une addiction au cannabis chez beaucoup de jeunes avec parfois une consommation d'alcool. Moi, je fais toujours la distinction aussi entre consommation et addiction parce qu'on a beaucoup de jeunes consommateurs et qui ont dû consommer pour pouvoir supporter des impacts de stress très très forts. Ça ne veut pas dire qu'ils vont développer de l'addiction et bien souvent on constate qu'une fois qu'ils sont sécurisés, ils arrêtent pour la plupart leur consommation ou en tout cas ils la diminuent grandement. Par contre, pour d'autres, il y a une installation dans l'addiction qui va se pérenniser. Et on a donc le profil de jeunes en errance avec des addictions aux mésusages médicamenteux, hein, de type Lyrica, Rivotril. Donc là où il y a évidemment un accompagnement spécialisé qui est mis en place. Donc on est beaucoup en partenariat avec le XAPA Charonne, Robert Debré, l'hôpital Robert Debré et le XAPA Pierre-Nicole aussi, hein, qui travaille sur la possibilité de régulariser en fait la consommation par des ordonnances de façon à ce que ces jeunes ne se mettent pas en obligation de délit pour pouvoir obtenir le produit. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de travail en partenariat avec ce type de structure. Euh, pour ma part, la question des addictions, elle est présente. Addiction ou consommation, je rejoins Johan sur le distinguo. C'est absolument pas le temps de se pencher sur la question des consommations à notre niveau, puisque on est dans une période extrêmement fragile en termes de contexte social. Ces jeunes, ils savent pas encore s'ils vont être reconnus mineurs ou pas, où ils vont être envoyés. Et donc, quand on commence à questionner la question des consommations, en fait, c'est soutenant pour eux dans le moment où ils sont et on va pas y toucher tout de suite. On a monté un partenariat avec la consultation jeunes consommateurs qui est sur des locaux assez proches de nous et qui peut accepter de rencontrer des jeunes qui vont être dans une demande de sevrage ou autre. Mais même les professionnels de la CJC nous disent bien que ils vont plutôt venir faire des interventions pour sensibiliser, faire de la réduction des risques, par exemple, les jeunes à ce niveau-là. Mais c'est
sur le temps où nous on les voit de 5, 10, 15 jours, c'est pas le moment d'aller travailler un sevrage, ce serait plus anxiogène qu'autre chose pour eux. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Benjamin fait des compléments. Ouais, bah, nous, c'est des situations qu'on rencontre assez peu à la halte. Il y en a, hein, mais on en rencontre assez peu. Et aujourd'hui, on n'est quand même pas très très bien outillé et formé sur ces questions-là. Donc là, on est en train d'essayer d'avancer et de progresser là-dessus. On va essayer de travailler avec Aurore, qui a un programme qui peut accompagner les équipes avec des travailleurs et des travailleuses pairs sur ces questions-là. Donc là, en début d'année prochaine, on va essayer de voir ce qu'on peut envisager avec eux. Voilà, mais c'est un vrai sujet. Après, c'est pas, pour nous, c'est des cas assez ponctuels. Et ce qui est assez compliqué, c'est que les jeunes qui consomment ou qui ont des problématiques d'addiction, c'est des jeunes qui viennent de façon très, très irrégulière à la halte. Et donc, pour nous, c'est très compliqué de créer ce lien ou d'avoir cette proximité avec ces jeunes parce que c'est souvent des jeunes qu'on voit une fois, qui disparaissent, qui reviennent. Donc voilà, c'est assez complexe. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à la question de l'addiction, ce qu'on peut effectivement voir, c'est que plus s'allonge le temps de rue, plus une exposition à des réseaux qui évidemment vont amener des substances à disposition. Et pour les jeunes, ça va être beaucoup plus délicat de se protéger par rapport à ce type d'influence. La première chose. La deuxième chose, c'est que sur les jeunes qui ont parfois des addictions importantes, ça va être aussi parfois difficile d'accepter un cadre un peu plus rigide, même si on essaye d'être assez souple en MAO. Mais en tout cas, de fait, il y a des normes protection de l'enfance et que du coup, parfois, c'est pas simple de supporter un cadre qui va avoir une certaine vigilance sur leur comportement et qui va avoir des attendus par rapport à leur comportement. Je précise juste parce que la question, comment dire, elle tournait aussi autour des addictions aux jeux vidéo. Alors, Ah, oui. personnellement, chez les MNA, je n'ai pas rencontré de problématique de consommation sur les jeux vidéo. Ils ont déjà à peine un téléphone portable, donc avoir des consoles ou des ordinateurs, c'est pas le cas. Nous, enfin, moi, je rencontre plutôt des addictions substantielles que des addictions aux jeux vidéo. Bah, nous, pour le coup, sans parler de jeux vidéo, on a quand même une très grande majorité de notre public qui a un smartphone. Alors, il y en a qui n'en ont pas et parfois on peut en mettre à disposition pour ceux qui n'en ont pas, mais la très grande majorité, même s'ils sont à la rue, ont un smartphone. Et je pense qu'il y a quand même un gros enjeu, mais que nous, pour l'instant, on ne travaille pas, mais qu'on constate de l'addiction aux écrans et aux smartphones parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais sur des temps d'attente qui sont très longs et face à l'inactivité, de l'ennui, souvent leur téléphone, c'est un peu, et c'est normal, hein, le seul moyen de s'occuper. Et nous, on constate où parfois à la halte, on a des jeunes qui sont sur leur téléphone du matin au soir, tous les jours. Et donc voilà, c'est pas forcément les jeux vidéo en tant que tels, mais je pense que, enfin, en tout cas, nous, on le voit, il y a un vrai sujet, un vrai enjeu là-dessus, qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément en mesure d'aborder. On essaie d'y pallier plutôt en proposant justement ce que je disais tout à l'heure, tout un tas d'activités diverses et variées, d'ateliers, de sorties, pour justement décrocher un peu du téléphone mais je pense que c'est assez insuffisant et on en discutait avec des collègues et on aimerait bien déjà essayer de faire de la prévention sur ces questions-là. Ce que j'ai envie de rajouter là-dessus, c'est je te rejoins complètement, Benjamin, sur la nécessité d'apporter beaucoup de collectifs qui permet effectivement de rompre l'isolement du jeune par rapport à ça. Après, le téléphone, c'est aussi un moyen pour eux
d'être en lien avec des ressources culturelles ou en tout cas des informations. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent des vidéos qui ont à voir avec voilà, ce qui se passe dans leur pays et que ce soit en termes de musique ou en termes d'infos ou en termes, enfin voilà. Et du coup, je crois que c'est aussi important de pouvoir avoir ce moyen de liaison, mais effectivement avec cette vigilance sur jusqu'où ça va pour eux, quoi. Ouais, ouais, absolument. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on a des partenaires médicaux qui régulièrement nous alertent sur des situations de jeunes qui ont un temps d'écran qui est extrêmement important et qui va à un moment ou à un autre potentiellement poser des problèmes. Alors c'est sûr que c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux et effectivement ça permet de garder un lien avec parfois avec leur famille, avec des personnes au pays, de même s'informer sur ce qui se passe et c'est évidemment très important. Mais de fait, je pense que ces questions d'écran n'échappent pas comme toutes les autres jeunes de cet âge-là. Merci beaucoup pour vos apports. Il y a également une remarque intéressante par rapport aux consultations jeunes consommateurs, pardon, donc CJC, qui peuvent aider à ces sujets d'accompagnement, de prévention et également de réduction des risques. Je ne sais pas si vous travaillez déjà ou vous avez pu les faire intervenir auprès de vos publics. Et sur la question des addictions, et merci à Margot Schmidt, il y a l'association Addiction France qui organise un webinaire sur la question justement de l'accompagnement des MNA présentant des conduites addictives. Donc ça sera le 19 décembre à 11 heures et vous avez le lien pour l'inscription. Donc merci beaucoup. Avant de passer le mot de la conclusion à Jean-Marc, il y avait, je voulais revenir sur la première question qui avait été posée par rapport donc, aux représentations, en tout cas au sein du système de santé. Par exemple, dans le plaidoyer santé des personnes exilées, on voit bien en fait que certaines discriminations sont systémiques. Donc là, ça revenait sur les perspectives de la décolonialisation en santé publique et là, par rapport à la santé mentale. Donc effectivement, on voit qu'il y a des représentations où là, on a réactivé depuis un mois maintenant l'Observatoire des refus de soins. Donc refus de soins de la part des professionnels de santé et non le renoncement aux soins qui peut par contre découler de ces refus de soins. Et on voit en fait ce qui rejoint également ce qu'a mis en évidence la défenseur des droits dans son dernier rapport que beaucoup de refus sont liés à des représentations donc plutôt négatives, mais qui ne sont parfois pas exprimées en tout cas ou de manière inconsciente par rapport aux professionnels. Donc c'est quelque chose qui peut être ancré, donc soit par rapport à des pratiques, parce qu'on fait entre guillemets, on a toujours fait comme ça, ou des choses qu'on apprend dès la formation, ou en tout cas voilà. Pour revenir à cette question qui est vraiment intéressante, vous, de votre point de vue, donc en tant que professionnel, donc dans vos métiers de psychologue, de chef de service, comment est-ce que vous avez abordé cette question-là? Est-ce que vous avez déconstruit certaines représentations donc liées à cette thématique-là? Je sais pas si quelqu'un veut se lancer. Pour ma Ah, part, ça a été de poser beaucoup de questions aux jeunes finalement sur comment ça se passait dans leur pays. Enfin, je vais prendre l'exemple de la sorcellerie par exemple, qui est assez présente et beaucoup de jeunes sont en difficulté s'ils ont une prescription de prise de sang par exemple, parce que le sang, le fluide, il y a une importance du fluide et prendre le sang de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne se fait pas et qui peut être coloré justement de pratiques de sorcellerie et autres. Donc, pour moi, ça a été de poser des questions de bah, explique-moi qu'est-ce qu'on fait avec le sang, qu'est-ce qui se passe si on prend ton sang, pour comprendre qu'effectivement, c'est pas une conduite d'opposition que le jeune met en place à ce moment-là, mais c'est vraiment peur parce que culturellement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc, on va essayer de le travailler autrement. Soit les professionnels de santé vont essayer d'avancer sur expliquer le pourquoi on a besoin de faire cette prise de sang, soit on essaye de s'en passer pour justement éviter de forcer ce jeune à quelque chose qui peut faire fracture avec lui.
En fait, nous, on travaille aussi beaucoup avec le centre ressources de consultation transculturelle à Nantes, qui doit y en avoir un peu dans tous les départements, justement pour être aussi accompagné parfois quand on est confronté à des choses qui peuvent nous interroger dans le comportement des jeunes, de est-ce que c'est quelque chose qui vient dire un problème psychique ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt parler d'une différence culturelle et il ne faut pas pathologiser, tout pathologiser justement en regard de ces différences culturelles. Il y a enfin, c'est finalement le sujet de l'ethnopsychiatrie et les travaux de Toby Nathan sur ce sujet autour de comment on accompagne les troubles psychiques en regard des différences culturelles pour éviter justement d'être dans de la psychiatrisation, de la psychopathologisation de tout, alors que culturellement parlant, ça pourrait ne pas être pathologique. Donc, c'est se renseigner, principalement, grosso modo, hein. Se renseigner, s'entourer d'acteurs et d'actrices de terrain qui sont, euh, qui sont spécialisés dans ces approches et de pouvoir être guidé, de rester assez humble finalement par rapport à ça, parce que si on arrive avec nos gros sabots en disant, bah là, je sais pas moi, il nous dit entendre des voix ou il nous parle de sorcellerie, c'est un trouble délirant à thématique mystique. Non, on rate complètement quelque chose de la réalité clinique et de l'accompagnement qu'on va proposer derrière. C'est complètement à côté. Ouais, je prends le relais, mais oui, moi je suis enfin, vraiment d'accord avec Valentin sur la nécessité bah, de se former en fait soi-même aussi, hein. Enfin, en tout cas, moi je suis formé à l'interculturalité, hein, ce qui implique de pratiquer ce qu'on appelle le décentrage en interculturalité, c'est-à-dire de toujours mettre en dialogue nos représentations à nous avec celles de l'autre. Et donc ça passe par le fait oui, de s'intéresser à comment on parle des choses dans la culture d'où le jeune vient, dans le pays d'où le jeune vient. Euh, c'est parfois aussi être un peu, comme tu disais Valentin, être un peu, c'est pas médiateur, c'est pas le mot, mais décodeur peut-être du pourquoi un médecin va demander tel examen et comment on peut effectivement faire le pont. Nous, hein, en tant que psychologue, on a souvent cette fonction-là aussi de faire le pont avec les services de santé parfois. Moi, j'ajouterais dans l'approche décoloniale, enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi à titre personnel, hein, c'est tout l'aspect politique hein, de la question décoloniale. Et du coup, ça passe aussi par peut-être trouver des espaces où le jeune peut reprendre sa parole et la porter. Et nous aussi, on essaye de travailler sur des instances politiques comme ça. Je sais que dans une autre MAO, ils ont commencé à créer des cours de langue inversée hein, donc où les jeunes proposent l'apprentissage de la langue aux professionnels. Voilà, enfin, c'est tout un tas de réflexions autour du fait, effectivement, de sortir des rapports très asymétriques ou des rapports, voilà, pour amener plus d'équivalence et de rencontres, en fait, hein, de rencontres entre deux, voilà, entre les mondes. Merci beaucoup à Johan et Valentin. Parce que Benjamin, toi également, tu as eu ces questions-là, en tout cas, vraiment cette réflexion. Oui, oui, complètement, mais enfin, pour le coup, c'est assez proche de ce que viennent de dire Johan et Valentin. Après, c'est vrai que pour nous, le fait de travailler avec un réseau de partenaires important, c'est très, très riche pour ça, parce que ça nous permet aussi de faire appel à des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées ou beaucoup plus formées sur ces questions-là que nous. Et donc, par l'expérience, on se forme et on essaye d'avancer. Mais c'est vrai que du coup, le fait d'être au milieu d'un réseau de partenaires, c'est très riche. Et puis après, je pense pour nous, il y a quand même quelque chose qui est assez important, notamment pour nos équipes, c'est d'avoir des temps de discussion assez réguliers et quotidiens avec les jeunes, parce que c'est aussi comme ça que les choses évoluent. Et ça passe beaucoup aussi par des temps informels. C'est pas forcément des temps qui sont organisés pour ça, mais voilà, et c'est assez important. Si je peux me permettre de rajouter un petit élément de choses que je peux observer, c'est qu'on a quand même enfin, une augmentation des remarques racistes hein, qui peuvent être à caractère raciste, parfois par le personnel médical, mais aussi par, ça peut être la dame d'accueil de la piscine, par exemple. Voilà. Donc c'est des choses avec lesquelles
les éducateurs peuvent être des fois en difficulté parce qu'ils sont témoins de cette violence et qu'est-ce qu'on en fait, comment on en parle avec les jeunes. Donc, c'est aussi des objets de discussion pour nous en réunion d'équipe. Parfois même, les personnes racisées dans l'équipe en tant qu'éducateurs ou autres peuvent aussi être assimilées à ces remarques racistes. Hein, je pense à une éducatrice qui a pu me dire qu'un médecin lui avait dit, bah, t'es venu avec ton frère. Enfin voilà, des choses extrêmement violentes. Donc ça aussi, comment on fait avec ça? Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Et l'autre point aussi, c'est sur la gestion de ce qu'on peut appeler le contre-transfert, en tout cas les contre-attitudes. Évidemment que c'est aussi une clinique qui nous demande de faire attention à notre positionnement et en particulier au risque de se présenter comme sauveur de quelque chose. Et je crois que ça, c'est toujours à réfléchir dans nos représentations sur quelle place on prend quand on accompagne bah voilà, des jeunes en exil qui vont avoir aussi parfois beaucoup d'attentes par rapport aux adultes. Et du coup, voilà, ça demande aussi de toujours se questionner là-dessus, quoi. Merci beaucoup pour vos contributions sur cette large question qui est vraiment très importante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi des formations justement sur l'interculturalité. N'hésitez pas à partager les organismes, ou en tout cas celles que vous avez pu suivre. Parce qu'effectivement, en tout cas de voir sur vos territoires si par hasard les centres hospitaliers ne portent pas, comme à Nantes, des consultations de cliniques transculturelles. Il y en a au CHU de Bordeaux qui sont portées par Claire Mestre, l'équipe de Claire Mestre. Donc, plutôt se rapprocher donc, des établissements de santé. Donc, il existe un DU, un diplôme universitaire, donc là, c'est quelque chose autre, mais il existe quelques formations. Après, là, en tout cas, à la Fédé, on n'a pas de formation en tête à vous proposer clé en main, on va dire. Il y a certaines fédérations des acteurs de la solidarité en région qui peuvent également proposer des offres de formation. Donc, on vous invite à aller voir, consulter le catalogue de la face de votre région. Et sinon, vous pouvez aller sur le site d'Ospere Sandara, qui propose beaucoup de formations sur la santé mentale des personnes en situation de précarité, mais également des personnes exilées. Je vais rechercher le site après. Donc, bah, un énorme merci à vous trois, donc Johan, Valentin et Benjamin, pour ce matin, pour ces échanges, mais également aux personnes qui ont été présentes avec nous tout au long de ce webinaire et de vos questions, des interactions qui ont pu vraiment apporter énormément de choses, et en tout cas beaucoup de choses pour nos réflexions futures. Donc là, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Marc pour conclure. Merci. Merci Charline. Je ne vais pas remercier nos intervenants puisque tu viens de le faire, ça serait un peu redondant. Je vais seulement pointer quelques éléments sur ce que j'ai pu entendre et ce qui me paraît assez pertinent. C'est que ce soit Johan et Valentin, ils nous ont montré, ils nous ont même permis de visiter leur approche clinique en termes clairs et précis au travers des différents exils que vivent les personnes accompagnées et combien le lien social peut être mis à mal au travers de cet exil, étant donné les différents types de ruptures que ces exilés, pardon, ont pu avoir. Je ramène en même temps que cette approche clinique fait appel à l'ensemble des disciplines des sciences sociales et je remercie tout particulièrement d'avoir cité Toby Nathan. Et pour compléter un petit peu ce que disait Charline tout à l'heure vis-à-vis des approches transculturelles, c'est Véronique Eculeux au CHU de Nantes qui a une certaine expérience au travers de cette approche-là. En ce qui concerne Benjamin, j'ai été très impressionné sur l'approche que la Fondation Armée du Salut peut avoir, c'est-à-dire que dans l'accueil des 100 à 150 personnes qu'ils reçoivent par jour, ce centre permet l'identification des besoins quasiment à peu près de chacun d'eux ou chacun d'entre eux. Et c'est bien, et ça c'est la psychanalyse qui nous l'a enseigné, c'est bien au travers de l'identification des besoins qu'on peut satisfaire les demandes plus particulières qui ne sont pas des demandes systématiques, mais des demandes individuelles.
Je reconnais aussi la pertinence de cette approche avec le partenariat, et sur lequel je vais insister un petit peu tout à l'heure, de Chêne et Hibiscus, qui montrent quand même la préoccupation que peut avoir l'Armée du Salut, enfin pardon, la Fédération Armée du Salut, la Fondation, pardon, Armée du Salut, au travers de cette approche aussi transculturelle, et cette approche qui est un petit peu nouvelle pour l'Armée du Salut, à savoir tendre la main à tous ces jeunes qui restent aujourd'hui quand même trop nombreux à la rue, puisque Benjamin nous précisait qu'il y en avait, suivant certaines estimations, entre 800 et 1200 par nuit. Et en même temps, on sait combien la rue est préjudiciable, aussi bien pour les adultes, mais qui plus est pour les jeunes et les adolescents, où la rue les met face à différentes situations de péril, où tout est à peu près permis, et ce sont des personnes cibles pour être mis en situation de grande délinquance ultérieurement. Donc je remercie Charline pour avoir monté ce webinaire. Je remercie quand même Johan et Valentin ainsi que Benjamin pour leur exposé clair et précis. Et je trouve que ce webinaire, peut-être pas pour vous tous, mais au moins pour moi, il m'a apporté quelques satisfactions dans l'aide que l'on peut apporter aux jeunes en exil. Merci à vous tous.